Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Alliot. Alors, je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit ultra néo-turbo-libéral sauvage, mais je suis sûr que nous avons de nombreux points d'accord. Je vous remercie Louis Alliot de me faire l'amitié de venir dans mon émission. Dans l'émission que j'ai l'honneur de diriger en tout cas. Je ne sais pas s'il est nécessaire, on ne vous présente plus comme on dit, mais pour les plus jeunes de nos auditeurs, vous êtes donc le maire de Perpignan, vous êtes aussi vice-président du Rassemblement National. Vous avez d'ailleurs été au Rassemblement National un des principaux artisans de ce qu'on a appelé la dédiabolisation du Front, puis du Rassemblement National. Vous êtes également vice-président de Perpignan Méditerranée Métropole et conseiller départemental des Pyrénées-Orientales, ce qui nous introduira sans doute sur un sujet sur le millefeuille administratif français. Voilà, vous avez aussi d'ailleurs été député français, député européen, conseiller régional Languedoc-Roussillon et auparavant Midi-Pyrénées. Et puis vous êtes titulaire d'un doctorat en droit public. Vous avez été chargé d'enseignement en droit constitutionnel et droit public à l'université de Toulouse-Capitole. C'est bien ça. Et le titre de votre thèse est donc les effets institutionnels et politiques de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Alors je ne sais pas s'il est possible d'avoir en quelques mots, pas trop longuement, un résumé de vos conclusions sur ce sujet passionnant. D'abord, peu de gens savent que... D'abord, bonjour à tout le monde et merci à Radio Courtoisie et merci à vous pour l'invitation. Peu de gens savent qu'en 1958, justement, on n'élisait pas le président au suffrage universel direct. Et que c'est suite au soubresaut de l'Algérie française que le général de Gaulle a imposé la réforme qui a fait qu'on vote désormais pour le président de la République, mais qui a bouleversé, on va dire, l'ordre institutionnel des choses en faisant du président de la République l'acteur principal de la politique française. Et cela en contradiction, en opposition avec ce que l'on avait appelé le parlementarisme à la française. Et de ce point de vue-là, on peut dire la cinquième a été, ou se voulait en tout cas, parce qu'aujourd'hui on voit aussi le résultat, l'antithèse de ce qu'avait été la quatrième, l'instabilité de la quatrième et l'instabilité de la cinquième. Donc, alors on est en train de cumuler peut-être les désavantages. Oui, non mais voilà. Donc, si vous rajoutez à cela... le règne de la communication politique et on peut dire l'américanisation de la vie politique et on se rend compte... Qu'est-ce que vous entendez par américanisation de la vie politique? La publicité faite par les candidats? Oui, mais non, aujourd'hui la présidentielle c'est une élection majeure, mais c'est aussi un show. Oui, bien sûr. Oui, et qu'on choisit les programmes, mais on choisit aussi des personnalités. Et quelquefois, on choisit plus des personnalités que des programmes. Souvent, oui, d'accord. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes de fond. Et en fait, c'était l'analyse dans cette thèse de tous ces effets institutionnels, mais aussi les effets politiques, parce que par mimétisme, si vous voulez, eh bien, ce président... on le retrouve chez les présidents de région, qui se croient pour des seigneurs féodaux. On les retrouve chez les présidents de département, qui se croient les seigneurs locaux, et quelquefois, par voie de conséquence, chez des maires. Et ça peut aller de dynastie en dynastie, comme ça, dans beaucoup de villes de France, et pendant longtemps. Bien sûr. Et alors, votre conclusion, c'est quoi? C'est que c'est bien l'élection du président de la République au suffrage universel direct, ou c'est plutôt quelque chose qui... je pense que d'abord, on ne pourra pas revenir dessus, mais qu'en revanche, il y a des effets néfastes sur la vie politique, et on voit aujourd'hui la dérive de cette élection présidentielle qui est en train de tout, qu'on pourrait dire, de tout grignoter au détriment de tous les autres pouvoirs, sans pour autant... qui est la légitimité pour... Regardez, on a M. Macron, il a été élu 2 fois, mais aujourd'hui, il est détesté par le peuple. Oui, bien sûr. Donc il a été élu, c'est vrai. Mais Chirac l'avait été avant lui, Hollande l'avait été avant lui, Sarkozy, je ne sais plus quel était le score final de popularité de Sarkozy, mais j'imagine qu'il était très bas. Disons, c'est presque un effet classique, va dire, de la lassitude de l'électorat. Oui, mais c'est vrai, si vous voulez, le problème, c'est qu'au milieu, le président n'était pas fait pour se prononcer sur tout.
Oui, alors c'est ça le problème. Voilà. Ça, évidemment, le libéral que je suis est forcément très embêté par ça. Mais est-ce que la Ve République est peut-être compatible avec le fait que le président ne s'occupe, par exemple, comme je le souhaiterais, uniquement de diplomatie et on va dire, de défense nationale? Mais normalement, il fixe les grandes orientations. Oui. Et c'est l'article 5 qui le dit, il est un arbitre. Oui. Il laisse le gouvernement gouverner. En Oui. tout cas, à l'origine, c'est pour ça. Et on a vu au fur et à mesure la dérive des présidents qui ont voulu directement exercer le... Mais quand je dis le pouvoir, c'est sur n'importe quoi, c'est sur tout et n'importe quoi. Ah non, mais absolument, non, bien sûr, c'est très... Et d'ailleurs, français, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui avait eu la formule sur François Fillon, qui avait dit, en quelque sorte, le Premier ministre est un super directeur de cabinet. Ça vous donne un peu le... Non, bien sûr, voilà. Mais de toute façon, en France, il y a deux postes. Il y a le président de la République et il y a laquais, ou je dirais sujet du président de la République. Et c'est un peu triste. La démocratie ne consiste pas à voter pour un tyran tous les 5 ans. Normalement, et alors c'est pour ça que normalement on a des institutions. Et si la subsidiarité imprègne ces institutions, c'est merveilleux. Et les choses locales doivent se décider localement, et ainsi de suite. Et puis avec aussi une séparation, alors qui ne peut pas être absolument... ça fait aussi partie de la subsidiarité, le fait qu'il y ait une sorte de dialogue entre divers niveaux pour s'approprier ou se désapproprier certains domaines, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas tout confier, on va dire, au président de la République et n'avoir que des gens qui obéissent. Derrière, voilà. Ça, c'est sûr. Et puis en plus, il y a deux choses qu'on oublie. C'est la Constitution a été modifiée 24 fois. Oui. Donc ce n'est plus la Ve République, en fait. Elle a tellement été modifiée qu'elle en a perdu... Vous voudriez appeler ça la 29e République? Ça fait beaucoup, peut-être. Non, mais c'est pas ça. C'est que le président élu pour 5 ans a considérablement modifié l'esprit d'un président élu pour 7 ans qui n'est pas en concomitance avec la majorité présidentielle. Non, de ce point de vue, c'est vrai que ça a changé des choses. Et puis surtout l'Europe. Oui. Voilà. L'Europe et les décisions supranationales qui viennent impacter directement la souveraineté nationale avec les conséquences que l'on peut mesurer dans beaucoup de domaines. Donc, on est à mi-chemin, à mon avis, là... et en route pour très certainement d'autres institutions, ou en tout cas un retour en arrière sur l'institution de la Ve République. Ouais, je ne souhaite pas un changement de République. Les Américains sont toujours à leur première République. Exactement. Nous, on est déjà à la 5e. Si on continue comme ça, on se ridiculise. D'autant que j'ai l'impression que tant qu'il n'y a pas de raz-de-marée, de révolution, de quelque chose qui met le pays par terre, on n'a pas de raison de changer de République. D'ailleurs, en France, en histoire française, on appelle Première République la Convention, le Directoire et le Consulat, qui n'ont pas grand-chose à voir, mais disons, comme il n'y a pas on ne met pas par terre l'État en passant de l'un à l'autre, finalement, ça reste la même République. Je souhaite qu'on reste à la Ve République, même si de nombreuses modifications constitutionnelles sont probablement nécessaires. Enfin, nous verrons. Et tout est fait d'ailleurs pour éviter le contact direct avec le peuple. Hein, oui, alors ça c'est le fameux débat sur le référendum, dont on voit bien aujourd'hui... Oui, d'ailleurs, ces référendums, la première chose pour y habituer les Français serait peut-être de les faire localement. Est-ce que vous avez le droit, en tant que maire de Perpignan, d'instituer des référendums, qu'ils soient d'ailleurs d'initiative populaire ou qu'ils soient de l'initiative du maire ou du conseil municipal? Très honnêtement, on pourrait, oui. Mais quand une ville de 120 000 habitants consultait sur tout et n'importe quoi, faire venir les électeurs un dimanche, ça paraît honnêtement aujourd'hui peu raisonnable, sauf sur des sujets qui engageraient les finances de la ville d'une manière très importante. Mais il y a beaucoup de sujets comme ça, non, qui engagent les finances de la ville? De moins en moins, vous savez. Moi, quand je gère un budget aujourd'hui, je gère presque un budget pratiquement contraint. Oui. Parce que c'est le renouvellement, par exemple l'éducation, si je prends le secteur de l'éducation, on demande au maire de gérer les bâtiments, bâtiments et le matériel. Et de payer pour ça, et surtout de ne pas s'occuper de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un scandale, oui. Mais si vous voulez, ça reste, ça reste de l'entretien de bâtiments, quelquefois de construction d'écoles. Mais est-ce qu'on doit consulter le peuple pour construire une école? Non, d'accord, oui, je voilà, comprends vous ce que voyez, vous voulez dire. Et pareil pour des stades de rugby, puisque chez nous, c'est du rugby. Et donc, on pourrait imaginer, en revanche, sur un équipement structurant très important, un théâtre ou un super stade qui engage des dizaines et dizaines de millions d'investissements, à la limite, on pourrait effectivement demander aux populations de
de se prononcer dessus. Oui. Mais ça reste limité. Si on regarde la Suisse, il y a beaucoup de questions, mais ils ont une pratique, une habitude, mais il y a aussi des grandes questions qui leur sont posées. Ah ben, chaque trimestre, ils ont une quinzaine environ de questions qui sont posées, dont une dizaine locales, 5, 6 cantonales, 2, 3 questions nationales. Enfin, donc, voilà, enfin, ça dépend. Les chiffres peuvent varier, disons, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Et c'est très bien. Enfin, et ça ne les empêche pas d'ailleurs d'avoir un système représentatif et un système parlementaire, etc. Enfin, la Suisse consacre beaucoup d'argent à sa démocratie, mais je crois qu'elle en tire aussi un grand profit. Et dès lors, c'est une vie démocratique très paisible que nous avons toutes les raisons d'envier. Non, mais c'est une culture, pratiquement une culture. C'est une culture, mais je pense que cette culture, et comme le disait d'ailleurs Tocqueville, s'initie au niveau local. C'est-à-dire, il le dit, c'est que j'ai oublié la formulation exacte, mais enfin, il explique bien que pour qu'une nation apprenne la démocratie, il faut qu'au niveau local, les institutions démocratiques fonctionnent, que les gens aient l'habitude du compromis, l'habitude de discuter. D'ailleurs, il dit que c'est dans la commune que réside l'esprit de liberté. Oui, c'est ça, tout à fait. Et que sans la commune, on ne connaîtrait pas cette liberté. Ça, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, que... Et donc je regrette un petit peu que les maires ne s'emparent pas davantage de ce pouvoir qu'ils ont d'instituer une démocratie locale, on va dire, tout simplement. Il faudrait alors peut-être que vous avez raison aussi sur un point, c'est qu'il faudrait aussi que les mairies aient le pouvoir de décider ce qu'on enseigne à l'école ou des choses autres que en tout cas même qu'elles aient un pouvoir de fiscalité, par exemple. Par exemple, oui, absolument. Parce que là, pour le coup, on a pratiqué... Là aussi, il y a le taux de la taxe foncière qui reste aujourd'hui, mais si vous voulez, par rapport aux dotations de l'État, la taxe foncière, ça reste quand même... Oui, d'accord. On est de plus en plus contraint. Voilà, la vérité, c'est ça. Est-ce que ça fait partie du programme du Front National, du Rassemblement National d'instituer... Sur le millefeuille administratif, oui, parce que nous, on est plutôt commune, département, État. D'accord. Bon. Parce que les régions sont totalement artificielles aujourd'hui. Oui. Quelquefois ne correspondent pas aux réalités historiques. Pourquoi pas revenir d'ailleurs aux provinces d'Ancien Régime qui sont magnifiques. On y avait pensé à une époque. Parce que le département finalement est un peu grand si on compare d'ailleurs déjà avec les pays traditionnels de la France. C'est-à-dire quand les gens parlent de l'endroit où ils vivent, souvent ils disent j'habite dans le Perche, j'habite le Pays de Caux, j'habite... Non mais c'est vrai, c'est des noms qui sont très connus, souvent le Gâtinais, etc. Enfin, c'est des choses qui n'ont aucune réalité administrative et qui sont en général, on va dire, de la moitié d'un département, ce qui semble être une échelle peut-être plus raisonnable encore que le département pour intégrer un ensemble de communes. Alors, j'insiste bien sur le fait qu'il faut faire disparaître tout le reste. Mais je pense que les provinces et les pays traditionnels, qu'on pourrait appeler canton ou enfin peu importe, constituent deux échelles peut-être qui sont humaines et qui permettraient l'exercice de cette subsidiarité. Le département, moi les Pyrénées-Orientales, c'est un département important, mais c'est pas non plus un grand département. Donc je pense que justement la proximité, elle peut se faire encore à l'échelle départementale. Oui, bien sûr, oui. Mais l'échelle régionale, c'est totalement utopique. Et d'ailleurs, c'est seulement que ces départements ont été faits, enfin pardon de vous interrompre, mais ces départements ont été faits aussi pour casser justement ces pays traditionnels et ces provinces. C'est-à-dire si vous regardez les frontières de ces départements, ils ont vraiment été fabriqués par les révolutionnaires avec cet esprit d'aller casser, je ne sais pas quoi, les duchés, les marquisats, etc. Donc, mais dans d'autres pays, justement en Suisse, il n'y a pas de marquis en Suisse, ou en Allemagne, etc., on continue à avoir des grandes, enfin des petites d'ailleurs provinces, mais on n'a pas cette cassure qui a été faite et qui est pour le coup très artificielle. Donc l'idée en fait c'est de supprimer cet échelon régional, parce que qui pourrait être d'ailleurs un échelon lié à l'aménagement du territoire, parce que là c'est cohérent. Si vous faites un aménagement du territoire, notamment sur le réseau routier, à l'échelle d'une région, ça se comprend. Toulouse, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, mais que sur des aspects techniques, mais que ce ne soit pas une assemblée dédiée avec des moyens, des administrations, etc. Les conseils départementaux peuvent se retrouver à un échelon supérieur pour discuter précisément de l'aménagement du territoire. Ça, c'est des choses, que l'on peut mettre en place. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les communes sont dépossédées de leur pouvoir
par les communautés de communes, ou les communautés urbaines, ou tout ce que vous voulez. Bien sûr. Oui. Les départements, on leur a tellement... Il faut les citer, c'est hallucinant quand même la quantité. Enfin, je vous laisse continuer. Oui, les départements, on leur a tellement enlevé de compétences qu'aujourd'hui, ils ne gèrent pratiquement que le social, et très honnêtement... Bon, c'est la politique, j'allais dire, la plus difficile aujourd'hui à suivre et à mettre en place. Donc, ils sont petit à petit... supprimer, d'ailleurs, aussi, non ? Exactement. Et ils sont petit à petit étouffés par un certain nombre de choses, dont les MNA. Je ne sais pas si on en parlera. Je ne connais pas les MNA. Les mineurs isolés, les fameux mineurs isolés. C'est-à-dire les mineurs étrangers sur le territoire, qui sont à la charge des départements. Et d'ailleurs, il y a des départements qui disent, si on continue, on finira ruiné. Donc, vous voyez qu'on est dans un brouillard, et le dernier fait sur la décentralisation, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est que M. Hollande, sous prétexte qu'il voulait économiser de l'argent, a mutualisé des régions. Eh bien, un exemple précis, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, les deux, aujourd'hui assemblées, coûtent 1 milliard plus cher que ce qu'elles coûtaient lorsqu'elles étaient séparées. D'accord. Voilà. L'échec est total. Voilà. Est-on certain que les institutions, ou les bâtiments qu'elles utilisaient lorsqu'elles étaient séparées ont été supprimés ? Ah ben non. Non, c'est ça. Donc c'est même pire. On a les anciennes régions et les nouvelles régions qui se superposent. Ce qui est exactement la situation de la décentralisation française depuis que je suis né, et peut-être même avant, c'est à chaque fois on crée de nouvelles entités, disons, pour soi-disant simplifier le millefeuille, ce qui ne fait que le compliquer puisqu'on ajoute aux précédentes strates de nouvelles strates. Et à l'échelle locale, on oblige les communes à transférer des compétences, mais quand vous transférez des compétences, vous transférez aussi des personnels, mais en fait, on s'aperçoit que la communauté d'agglomération, la communauté urbaine qui perçoit ce transfert, est obligée d'embaucher pour assumer sa compétence nouvelle, sans pour autant que les communes, elles, ne débauchent le personnel qu'elles ont déjà sous leur responsabilité. Donc, je veux dire, c'est un capharnaüm. Bien sûr. Et plus personne n'y reconnaît plus rien. C'est ça, voilà. Donc, il va falloir effectivement mettre tout à plat. Et nous, le plus simple aujourd'hui, ce serait commune, département, État. D'accord. Donc, très bien. Et donc, je ne sais plus du coup ce que je voulais dire, mais c'est pas très grave. Non, mais alors, parlons, alors peut-être de l'actualité d'abord, avant de revenir au Rassemblement national. Il y a eu récemment la condamnation de Nicolas Sarkozy avec mesure exécutoire, qui suit l'inéligibilité pendant 5 ans de Marine Le Pen, également avec mesure exécutoire. On se souvient de l'affaire Fillon en 2017, etc. Aujourd'hui, c'est un peu les juges qui ont l'air de décider des élections. C'est assez scandaleux. Quelle est votre position par rapport à ça ? D'abord, l'affaire Sarkozy, il y a le jeu particulièrement pervers de Mediapart. Oui. Puisque c'est sur une enquête de Mediapart et un faux. Oui, alors c'est ça qui est fascinant. C'est ça qui est fascinant. Ça part d'un faux pour arriver à la condamnation à la prison d'un ancien président de la République. Oui. Et dans l'absolu, un ancien président de la République peut commettre des hold-up et se retrouver en prison, disons. C'est pas, bien sûr, mais là, sauf que pas le cas, dans le cas précis, on le poursuivait pour 4 choses bien précises et bien distinctes. Au final, on l'absout de toute responsabilité dans 3, ce qui n'est pas rien. Et sur le dernier, qui est, j'allais dire, la plus petite incrimination, on dit donc qu'il est coupable d'association de malfaiteurs et on lui met en plus l'exécution provisoire dont on sait qu'elle le conduira en prison. Bien sûr, oui. Oui, et puis cette exécution provisoire, normalement, c'est pour des auteurs de braquage. Désolé, d'ailleurs, je n'ai pas employé le même mot tout à l'heure. Les auditeurs de Radio Courtoisie me surveillent quant à l'emploi de mots en français. Et donc, un auteur de braquage dont on sait qu'il est dangereux, disons, on peut comprendre qu'une fois qu'il a interjeté appel, comme on dit, il soit... pour éviter la récidive. Voilà, pour éviter la récidive, pour éviter qu'il mette en danger une population alors qu'on pense qu'il va probablement reprendre la même peine en appel, ou en tout cas être mis hors d'état de nuire. Là, pour Marine Le Pen ou pour Nicolas Sarkozy, c'est absolument pas le cas, disons. Enfin, je veux dire, on se fiche totalement qu'il soit en liberté, ça pose aucun problème, qu'il soit éligible, ça ne pose aucun problème non plus. Enfin, on n'a aucune raison d'aller utiliser cette mesure. Et pourtant, elle a été utilisée, et c'est là qu'on peut s'interroger, effectivement. Le problème, c'est que dans une démocratie comme la nôtre, on ne peut pas douter de la justice. Parce que si on commence à douter de la justice, ça veut dire qu'on doute de l'ensemble des règles démocratiques du pays. Parce que la politique est déjà, on va dire, honnie par les Français. On voit bien que,
À part le maire, hein, très honnêtement, les autres responsabilités... Vous parliez de Bruno Le Maire. Non, oui. Non, à part la fonction de maire. La fonction de maire, oui, bien sûr. Le mandat de maire. Oui, bien sûr, tout le reste est honni par la population. Si en plus maintenant la justice est décrédibilisée par des affaires emblématiques, mais dont on voit bien l'injustice, qu'on le veuille ou non, surtout qu'en même temps, vous avez un certain nombre de voyous qui attaquent la police et qui sont remis en liberté. Bien sûr, oui, c'est ça. Oui, bon, je viens de voir ce matin qu'ils ont été mis en prison, quand même. L'auteur principal a été mis en prison. Vous savez, l'affaire des policiers de Dunkerque. Oui, d'accord. Oui. Ils ont été mis en prison aujourd'hui, je crois. Mais on voit bien, les ratés de la justice quand il s'agit de délinquance, de violence et d'insécurité en général. Et puis là, sur les affaires qui concernent, par exemple, Nicolas Sarkozy ou notre affaire sur les assistants parlementaires, une extrême sévérité qui peut conduire jusqu'à la privation de liberté. C'est pas rien, la privation de liberté. Et ça interpelle beaucoup de Français. Et la justice, aussi rigoureuse soit-elle, ça reste une justice des hommes. Et dans ces hommes, il y a des gens qui ont des idées, des pensées, une idéologie. Alors on connaît le fameux syndicat de la magistrature, bien sûr, oui. Évidemment, je ne pense pas qu'il soit la majoritaire. Et donc il faut faire la part des choses entre les magistrats consciencieux qui quand même, évidemment, font leur travail et sont partout dans tous les tribunaux de France, et puis une partie de la justice politisée qui n'hésite pas, à faire preuve d'une extrême fermeté par rapport, il faut bien le dire, à des adversaires politiques. Et ça, c'est plus problématique. Donc, vous n'avez pas confiance en la justice de votre pays, mais il ne faut pas le dire. Mais le problème, c'est que... C'est mon cas aussi. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est le doute qui peut s'installer. Parce que moi, je vois dans mon département, quand on traite avec le préfet, la préfecture, les forces de police et donc les forces du parquet, ça fonctionne. Oui. Le parquet fait son boulot. Je veux dire, voilà. Oui, bien sûr, on est content de ce qu'ils font par rapport à l'insécurité. Il n'y a pas de souci. Mais au milieu de ça, vous avez des décisions qui font finalement trembler tout l'édifice parce qu'elles sont des décisions incomprises par l'opinion publique. Et quand elles se basent en plus sur une injustice, et notamment, c'est très emblématique sur le procès de Nicolas Sarkozy et sur celui de Marine Le Pen, eh bien, on peut s'interroger d'une dérive politique, on va dire, de certains magistrats, je tiens à le dire, de certains, évidemment, de pas tous les magistrats et pas toute la justice. Oui, bien sûr, on se souvient du parquet national financier qui avait été créé par Christiane Taubira peu de temps avant l'élection de 2017, avec un objectif que nous connaissons et nous avons vu à l'œuvre. Voilà, dans l'actualité, le coût des Jeux Olympiques de 2024, les précédents, est près de 3 fois, représente près de 3 fois le coût prévisionnel. Je dirais c'est pas une nouveauté. C'était dans les années 70, je crois que Robert McNamara disait, pour connaître le coût final d'un projet public, il faut multiplier son coût prévisionnel par pi. Voilà, et donc on y est presque à chaque fois, c'est quand on regarde, quels que soient les trucs, on tourne souvent autour de 3 fois le prix. Alors bon, une réaction là-dessus. C'est comparable. Est-ce qu'on sait combien ça a rapporté ? Parce que si en fait, c'est cet argent investi dans les Jeux Olympiques, oui. On peut leur mettre en face des rapports pour les entreprises, on pourrait dire, c'est un investissement fructueux. Je me méfie de l'État investisseur quand même. Hein. Non, mais il y a pas. Par expérience, j'ai cru noter qu'ils n'étaient pas toujours très doués. Quand vous regardez la Coupe du Monde de rugby, par exemple, qui financièrement était un naufrage, quand vous regardez des choses comme ça, effectivement, on peut se poser la question de l'organisation et de l'inflation. Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui. Mais ça, par exemple, c'est valable localement pour le maire que je suis sur des travaux, par exemple. Oui. Vous prenez. C'est les normes qui font ça. Oui, vous prenez des marchés publics où déjà les entreprises font des propositions à des coûts déjà plus élevés que si elles étaient dans le privé, ce qui n'est quand même pas commun. Bien sûr, oui. Et ensuite, vous avez quelquefois même des coûts supérieurs parce qu'il y a des avenants, alors de moins en moins parce que c'est de plus en plus contrôlé. Mais moi, j'ai vécu une époque où quelquefois, les travaux, c'était 20% plus cher que ce que ça avait été décidé. Oui, bien sûr, oui. Et évidemment, là, ça pose un problème général. Mais c'est vrai que sur les travaux en France, on a un léger problème entre ce qui est décidé et au final, ce que ça a coûté. Donc je m'interroge là aussi sur
Ceux qui font les prévisions. Oui, et puis il va falloir remettre ça, puisque en 2030, la France organise les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, nous les organisons d'ailleurs parce que les autres se sont désistés. Hein, donc, on est les seuls, on est très riches. On n'a que 3 416 milliards de dettes voilà, au niveau national, de dettes avouées. Donc voilà, je ne sais pas d'ailleurs si le Front National est aux manettes à ce moment-là. Comment gérerez-vous cette situation-là l'organisation de ces... Ben ça nous échappe un peu. Vous savez, si tout est signé, si tout est signé, je crois qu'il y a les régions qui sont engagées. Oui. Et c'est signé avec des engagements des régions, oui, c'est ça, sur je ne sais pas s'ils sont sur allés la dépense ou non, peut-être pas. Oui. Je ne sais pas s'ils sont allés jusqu'au bout déjà. D'accord. Mais c'est des choses évidemment qui pèseront sur les budgets, notamment là pour le coup des collectivités territoriales et normalement de l'État. Et c'est sûr que si ces Jeux Olympiques-là à Paris ont déjà subi une dérive financière importante, et j'espère que les organisateurs des Jeux d'hiver, en tout cas ceux qui l'ont voulu, seront, j'allais dire, les très attentifs et plus économes que ceux qui ont réalisé les JO de Paris. Très bien. Dans les actualités aussi, désormais, à chaque fois qu'on pêche un goujon, il faut le déclarer sur son... Voilà, je ne suis pas pêcheur, ce n'est pas un plaidoyer pro domo, mais voilà, il va falloir aussi des gens pour collecter les statistiques, d'autres pour superviser, pour vérifier que les goujons ont bien été déclarés, etc. etc. C'est délirant, enfin... Et là, une fois encore, c'est une décision nationale. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est Emmanuel Macron lui-même qui a été impliqué dans la loi Goujon, ou Gardon, je ne sais pas, mais je ne connais pas les espèces. Je pense que c'est l'application d'une directive européenne sûrement, sur la pêche en général. Et c'est déjà le cas, vous savez, pour le thon en mer, il y a déjà beaucoup de... Bon, le quota, ça c'est la pêche professionnelle, on va dire. Mais même pour la pêche amateur, il y a des bagues... Il y a des restrictions, il y a des contrôles, et ça peut coûter très cher de pêcher. Il faut le savoir. Donc là, on élargit un peu. Ah oui, on élargit vraiment, on rétrécit même. Le contrôle, mais... On arrive aux petits poissons. Et petit à petit, on voit bien que ce carcan technocratique et administratif étouffe toutes les libertés, y compris les libertés locales, et y compris ces petites libertés quand même, parce que être pêcheur à la ligne, c'est quand même pas... oui, c'est ça, c'est que les gars, ils sortent pas avec un filet des centaines de kilos de poissons. Enfin, on est dans quelque chose qui, à mon avis, va pas bouleverser les quotas, enfin, ou les référencements écologiques, ou environnementaux. Même si c'est vrai que dans beaucoup de ruisseaux ou de lacs, de montagnes, la ressource est quand même moins nombreuse qu'elle ne le fut. Il faut quand même le reconnaître. Il y a des endroits où la pêche est interdite, ça. Enfin, pourquoi donc pas, ça se régule. Oui, bien sûr, ça se régule évidemment, mais je ne pense pas que ce soit un problème de surpêche et de voyous qui vont pêcher tout ce qu'ils trouvent pour le plaisir de les pêcher. Ceux-là échapperont au contrôle. Enfin, disons, si vous y allez avec l'intention malhonnête d'en prendre beaucoup et de ne pas les déclarer, personne ne vous prendra, c'est sûr. Un auditeur nous demande qui contrôle les mairies dans la passation de leurs marchés publics, pour savoir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les fournisseurs. Alors, il y a d'abord une commission d'appel d'offres, où vous avez des élus de l'opposition et des élus de la majorité qui siègent ensemble avec les services, et ce sont les services qui préparent les cahiers des charges, en quelque sorte, pour préparer les marchés publics. Mais sur la prévention des conflits d'intérêts, quand on a un doute, on fait appel à soit des organismes qui existent, qui sont dans la sphère de l'État, soit à des cabinets d'avocats ou d'experts, pour savoir s'il n'y a pas de conflit d'intérêts entre certaines entreprises et les marchés qui sont proposés aux appels d'offres. Donc c'est très contrôlé et c'est très codifié. Et de plus en plus. Et pour le coup, très honnêtement, nous, on a eu un audit de la Chambre régionale des comptes sur ces sujets-là. Ça se met en place d'une manière beaucoup plus drastique, on va dire, que ça ne l'a été par le passé. Donc sur ça, pour le coup, je trouve qu'il y a des améliorations par rapport à ce qu'on entendait par le passé. Voilà. Moi, j'avais un partenaire de tennis dans les années 90 qui me racontait, qui travaillait dans le BTP, dans les ronds-points, qui fabriquait des ronds-points, qui m'expliquait que il y avait 5 personnes qui répondaient à l'appel d'offres, 5 entreprises. 4 entreprises présentaient un devis beaucoup trop cher. La 5e présentait seulement un devis beaucoup trop cher. Évidemment, elle était prise.
et que c'est comme ça qu'ils vivaient sur ce marché. Alors, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, c'était dans les années 90. Ce qu'il faut éviter, c'est les ententes. C'est ça, voilà, ce dont vous parliez. Et puis, évidemment, c'était chacun son tour. C'est-à-dire, moi, à mon niveau, en tout cas, je peux vous dire, je fais très attention à tout ça. Oui. Donc, d'accord. Bien. Et sur les marchés publics, là aussi, je vous disais l'inflation des prix, notamment sur les travaux. Oui. Mais c'est des choses qui devraient être regardées même de plus près par rapport au prix du marché conventionnel, on va dire. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. C'est toujours plus cher pour les collectivités que pour les particuliers. Oui, et là, il y a quand même possible, oui. Il y a quand même un sujet. L'autre sujet qui n'est pas facile à gérer, c'est vous avez un marché public d'une ville, donc marché public qui va être payé par les impôts des contribuables de la ville. Oui. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'ouvrir ce marché public, non seulement aux autres entreprises, c'est normal, françaises, mais européennes. Oui, bien sûr. Et donc, quelquefois, vous pouvez avoir un marché public très important, payé par le contribuable français, mais qui va être donné à une entreprise européenne, une entreprise européenne qui, elle, ne contribue pas précisément bien sûr, à la fiscalité locale et à la vie de la municipalité. Et vous n'avez pas le droit de faire une préférence sur les entreprises locales. C'est ce que nous demandons avec le Rassemblement national, parce que sinon, si vous voulez, la compétition est biaisée. Vous pouvez voir arriver une entreprise de nulle part qui arrive en disant c'est moins cher. D'abord, on ne sait pas, on regarde les critères, certes, mais il ne paie aucun impôt sur la ville. Et donc, je peux vous dire que souvent, nos concitoyens sont attentifs aux entreprises qui viennent sur le territoire en nous disant mais quand même là vous avez pris une entreprise d'ailleurs, etc. Oui, je comprends que ça choque vos administrés, disons, mais bon, je ne sais pas trop. Et vous êtes un libéral, donc vous considérez que c'est le meilleur gagne. Oui, enfin c'est le meilleur gagne, c'est aussi le moins cher, disons pour les habitants, le meilleur, c'est-à-dire c'est la meilleure prestation, etc. Si vous voulez, je ne sais pas. Alors la question aussi c'est est-ce que les mairies doivent s'occuper de tout ce qui est sportif, culturel, associatif, festifs, toutes ces choses, enfin je veux dire, dont elles s'occupent probablement parce qu'on les a dépossédées du reste, et puis aussi elles s'en occupent également parce que les clubs de football ne sont pas propriétaires de leur stade en France, etc. Enfin il y a toute une histoire, disons, qui fait que notre pays, les maires s'occupent peu importe. On veut le meilleur théâtre au meilleur prix. Si l'entreprise est estonienne derrière, est-ce que les administrés n'ont pas intérêt à ce que ce soit cette entreprise estonienne qui fabrique. Après, il y a des critères aussi. L'entreprise estonienne, si ça va lui coûter combien de faire venir ses engins et tout le reste. Ça, c'est des critères qui doivent compter aussi dans les marchés. Bien sûr. Après, sur les compétences, effectivement... Mais parfois, c'est pas si simple. On sait qu'il y a certains Airbus qui utilisent plus de pièces américaines que certains Boeing. On avait vu ça avec Bombardier et Alstom sur les trains aussi. On se rend compte que Bombardier, évidemment, ne fait pas fabriquer tous ces trains au Canada pour les importer en France derrière. Ça coûterait trop cher. Donc, ils s'installent en France pour les fabriquer, etc. Donc, je ne sais pas trop. Mais après, si vous voulez... J'ai pas de religion dans la matière. Mais si je puis dire, on charge la mule des maires aujourd'hui d'une manière très, très, très importante. C'est l'État qui... je reviens à l'éducation parce que c'est des sujets. Quand on vous demande de dédoubler les classes... Oui, bien sûr. C'est les mairies qui payent ce dédoublement physique, matériel des classes. Ça, c'était pas prévu au programme, si vous voulez. C'est des choses imposées par le... Et qui, si ça se trouve, d'ailleurs, ne sont pas nécessaires au niveau local. Donc c'est vrai que si elles étaient nécessaires, peut-être qu'elles auraient été mieux faites 10 ans ou 20 ans avant. Exactement. Un autre exemple, les médecins. Désertification médicale. Plus seulement dans le rural, en ville. Moi, j'ai des quartiers, vous avez des médecins qui partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés, leur cabinet n'est pas acheté, on a des quartiers entiers sans médecins. À ce moment-là, c'est le maire qui prend la main, qui va tenter d'acheter un immeuble, un local, etc. Et qui, avec évidemment l'ARS et d'autres médecins, fait le VRP en quelque sorte pour aller intéresser des médecins à venir dans les quartiers, mais en payant l'outil. Vous vous rendez compte ? Et on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est à la charge des mairies, sans que pour autant nous ayons la compétence sur la santé publique. Voilà. Tout à fait, bien sûr. Oui, alors c'est effectivement très embêtant. Alors, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, l'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité est Louis Alliot, maire de Perpignan, vice-président du Rassemblement national. Nous parlons, pour l'instant, commentaire de l'actualité économique et politique, et puis on va essayer de parler de liberté d'expression et du programme économique du Rassemblement national.
Alors, pour en finir sur cette question, d'ailleurs, qui est pas seulement d'actualité, c'est une question économique aussi. Pour la Fondapol, il y a le préfet Michel Auboin qui rappelle que la France détient le quart des 21 millions de logements sociaux recensés dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Hein, alors, en France, on a le quart. Voilà, c'est incroyable, ça. Et probablement que ça ne va pas s'arrêter, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de mairies qui n'ont pas atteint les 25% de logements HLM. Mais quand est-ce que ça va... c'est délirant, cette histoire. Et qui sont obligés et qui paient des pénalités. Oui, c'est ça, voilà. Oui, alors nous, si vous voulez, on a trop de logements sociaux, donc on n'est pas concerné parce qu'on en a trop, justement. D'accord. Et vous êtes au-delà de 25%. Oui, et qu'on bénéficie du plan de renouvellement urbain, c'est-à-dire de subventions même pour la rénovation des logements, etc., parce qu'on est vraiment, dans certains quartiers, plus en difficulté que d'autres. Mais il y a des villes qui se battent précisément pour éviter cette surtaxe par rapport à la loi SRU. Et le logement est devenu d'ailleurs aujourd'hui de compétence non plus communale, mais intercommunale. D'accord, mélangé d'ailleurs maintenant à du privé. Ce sont des ça échappe des bailleurs sociaux privés. Et ça échappe ou parapublics. Et ça échappe un peu aux maires. Il faut quand même dire. Donc là aussi, des logements sociaux sont construits, sont rénovés. Et on a notre petit quota de mairie pour savoir qui on met dans ces logements sociaux, mais la plupart du temps, beaucoup de choses nous échappent. Mais est-ce qu'il faut maintenir ce système ? Je sais que l'Allemagne a fait vendre tout son parc de logements sociaux comme ça à des acheteurs, des investisseurs privés. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose ? Si je prends la margarine, il y a de la margarine pas chère, il y a de la margarine chère, il y a du beurre, etc. Enfin, les gens choisissent et ça se passe très bien. Aujourd'hui, même dans la loi figure cette idée de comment ça s'appelle, marchand de sommeil. Mais je veux dire, ça existe aussi. Comme il m'arrive souvent de le dire, si un clochard pense que ça vaut le coup de payer 12 € pour aller manger son sandwich en paix sous un escalier sans avoir les toilettes, etc. C'est lui qui sait, c'est-à-dire il est adulte. Hein, les toilettes, il faudra bien qu'il les trouve. Quand même. Il est adulte capable, oui, j'entends bien, mais elles sont peut-être sur le palier, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a énormément d'exigences comme ça, mais les pauvres gens qui sont dans la rue, on parle de 400 000 sans-abri en France. Enfin, même je ne connais pas le chiffre au jour le jour, mais enfin voilà. Et donc tous ces gens-là savent ce qui est bon pour eux, et celui qui est le dessous d'escalier à louer, il alors sait c'est pas tout à fait vrai, parce qu'au milieu, il y en a beaucoup qui mériteraient des soins. Parce que ce sont des gens qui devraient être suivis psychiatriquement, qui ne le sont pas, et qui d'ailleurs alimentent la délinquance et les trafics dans les rues. Ça, je peux vous dire, j'en suis témoin. S'ils ne dormaient plus dans les rues, s'ils pouvaient... oui, mais là, pour le coup, c'est au-delà de dormir dans les rues. Oui. Non, enfin, d'accord. Je veux dire, le logement, pour eux, typiquement, c'est qu'une partie du problème. Voilà. Après, le logement social, les marchands de sommeil. Chez nous, on est une ville, précisément, avec un quartier très abîmé qui s'appelle Saint-Jacques, et vous avez des gens qui achètent sur des sites comme Le Bon Coin des immeubles qui sont totalement prêts à tomber, mais ce qu'ils appellent des immeubles de rendement. C'est-à-dire que c'est payé par les APL, par la CAF. C'est... la CAF, par la CAF. Et au moins, ils sont sûrs d'être payés. Et à l'intérieur, ils se soucient peu de ce qu'ils y mettent ou de ce qu'ils... Et ils ne viennent jamais, d'ailleurs. Et je vais vous donner un exemple précis. Nous avons un collectif à Perpignan qui s'appelle le collectif... alors, il y en a deux, d'ailleurs, les Carlites aujourd'hui et on